Mesdames et messieurs, bonsoir. L'équipe nationale algérienne de football a fait énormément de progrès. Pour preuve, sa participation pour la 4e fois et la 2e fois consécutive à la Coupe du monde de football qui se déroule actuellement au Brésil, pays de la samba et un pays où le foot est une religion. Les Verts, qui ont à leur actif un bilan mitigé, ont par leur régularité ces 2 dernières années attiré l'engouement de tout un peuple qui espère une qualification historique pour un 2e tour. Vous l'aurez compris, Médias Croisés se consacre aujourd'hui au football. On est à l'heure du Brésil, un événement planétaire pour lequel la presse a consacré cette semaine beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'espace. Je reçois justement pour en parler ce soir M. Abdou Saleh Bey, journaliste à InfoSoir. Bonsoir. Et M. Nassim Younsi, journaliste sportif. Bonsoir. Monsieur Moukal Harhat, éditorialiste à Horizon. Bonsoir. Donc, bonsoir. Pour commencer, le match d'hier, une défaite pour l'Algérie. Pardon, l'Algérie a raté son entrée au mondial. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Monsieur Oui, oui, tout à fait. Ça a été une grosse déception. Peut-être pas par rapport à la défaite en elle-même, parce que dans le football, la défaite fait partie du jeu, mais beaucoup plus par rapport à la façon avec laquelle l'équipe nationale n'a pas joué. Donc je pèse mes mots. Donc malheureusement pour ce match, les Verts sont passés complètement à côté en évoluant à contre-nature. C'est-à-dire que pendant les 3 années où Vahid Halilhodžić, en tant que sélectionneur, est à la tête de l'équipe nationale, il nous a tarabusté avec son jeu à l'offensive, ses possessions de balles, son évolution. Malheureusement, on n'a pas vu tout ça avant-hier face à la Belgique, qui, je ne dis pas qu'elle était prenable, mais on aurait pu faire autre chose que cette défaite avec cette manière de jouer. Ça, pour commencer, je dis ça, parce que ce soit sur le plan des chiffres, qui sont têtus, Halilhodžić a toujours eu recours aux chiffres. Si je prends la possession de balle, on était largement en deçà. 30%. Là, ça c'est la possession de balle, c'est 35% pour l'équipe nationale, 65% pour la Belgique. En nombre de passes, on était à 272, je crois, alors que d'habitude, on faisait une moyenne de 400. En corner, on n'a eu que 2 corners. En position de but, on était à une seule position de but contre 10 face à la Belgique. Donc l'équipe nationale a joué à contre-nature en restant sur ses 30 derniers mètres en attendant l'adversaire. Ce qui a beaucoup plus déçu, je pense, les supporters et tout le peuple algérien qui était en face de la télé. Donc beaucoup de critiques par rapport à ce match. L'Algérie, comme disait M. Saleh Bey, n'a pratiquement pas joué. Je rejoins l'avis de Saleh. Comme a dit, l'équipe nationale, sur le match d'hier, de mardi, a passé complètement à côté. Sur les 90 minutes de jeu, si on voit bien le match, on a fait une seule action de but, c'est l'action qui a ramené le pénalty. Sur la faute sur Farouli, la sélection algérienne a refusé carrément le jeu, se contentant de défendre dans son périmètre et ne se portant que très rarement à l'attaque. Donc cette tactique qui est vraiment une tactique qui est surprenante, je dirais une tactique surprenante, ultra défensive, j'ai même pour dire ultra défensive, a complètement désarçonné l'équipe nationale. Alors que sur le vu du match, surtout en première mi-temps, le coup était jouable. La Belgique... Le premier quart d'heure, disons. Voilà, les 20 premières minutes. Les 20 premières minutes, l'équipe nationale était bien en place. Mais à partir de la demi-heure de jeu, on commençait à remarquer que l'équipe commençait à défendre, se contentant surtout de défendre. Et en deuxième mi-temps, il y a eu un très bon coaching du coach de la Belgique, Wilmots. Il a fait entrer 2 joueurs, enfin 3 joueurs je dirais. Il y a eu Martens, Origi et Fellaini. Ce coaching a été gagnant, puisque l'équipe nationale en deuxième mi-temps, ça se voyait, était usée physiquement. Sur le plan physique, elle n'arrivait plus à tenir le rythme. C'était la technique qui était utilisée. C'est la technique.
parler de technique. C'est comme si que l'équipe nationale a refusé le jeu. On avait l'impression qu'ils étaient là à encaisser. À force de défendre, elle s'est épuisée. Elle s'est épuisée, bien sûr. Parce qu'à courir derrière la balle, on n'avait pas, il n'y avait aucune possession de balle. Donc on a passé pratiquement 90 minutes de jeu à courir après une balle. Bien sûr que ça va épuiser physiquement après. Elle a été fatale. Je crois que l'équipe nationale ne s'est pas usée en défendant. Elle s'est usée déjà avant le match. Moralement, elle est rentrée jouer contre plus grand qu'elle. Comment ça s'est fait? Cette défaite, moi, je peux la trancher en plusieurs étapes. Dès le départ, le coach Ali Lozic, attention, c'est-à-dire pour rassurer le coach national et ne pas décourager l'équipe nationale. Moi, personnellement, je ne suis pas ici pour, c'est-à-dire, tailler des croupières au coach. Non. Il y a encore deux matchs, espérons que l'équipe nationale saura réagir et tout. Mais pour le match de la Belgique, Ali Lozic a fait dans le gigantisme. Il a placé la Belgique comme un géant. Pourquoi? Au cas où il fait un bon résultat avec la Belgique, c'est-à-dire que c'est lui aussi l'autre géant. Il a même déclaré qu'il allait nous faire oublier la prestation de 82. Bon, mais la réalité, hier à Belo Horizonte, quand l'équipe est rentrée sur le terrain, elle est rentrée moralement perdante. On ne commence pas un match en défendant. Sachant que si on défend, dès le départ, c'est des fautes qu'on peut commettre, on se fatigue et on donne l'occasion de montrer à l'adversaire qu'on a peur de lui. Hier, ce qui a fait le plus mal, moi, l'INA, ce qui m'a fait mal, c'est qu'Ali Lozic a présenté une équipe algérienne qui avait peur. On nous appelle les Fennecs. C'est vrai que le Fennec a peur, mais le Fennec est aussi rusé. Ce qu'on n'a pas vu, c'est cette ruse de cette équipe. Ali Lozic, il bénéficie d'un penalty. Il marque, c'est une occasion d'adopter une autre tactique. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde défend, mais tout le monde n'attaque pas. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des joueurs pratiquement carbonisés à partir de la 70e minute. Particulièrement Bougra, Hellich. Hellich sur le but égalisateur, il n'a même pas pu sauter pour empêcher la déviation de la tête de Martins, je crois. Fellaini. Martins, il a marqué le deuxième. Exact. Voilà. Fatigue des joueurs. Je disais, surtout sur le premier but. Le deuxième, il y a carrément un vide monstre sur une petite accélération. Ni Goulem, ni Bougra n'étaient dans l'axe de la passe de Hazard sur Martins. Qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est la fatigue. C'est la fatigue. Ils étaient épuisés, les joueurs. Je vous dis qu'ils étaient cramés carrément. Mais ce qui fait le plus mal dans cette défaite, l'Espagne a perdu 5-1. 4-0 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Mais ce qui est anormal dans ce match, c'est cette contradiction du coach Ali Lozic, qui dit que moi je joue l'offensive, je joue ça, je fais ça, je suis porté sur l'offensive. Comment veux-tu nous faire oublier 82 avec un schéma tactique pareil? C'est de l'anti-football. Je vais vous faire un aveu. Je sors hier du journal, je passe dans la rue Tanger. Un jeune qui ne dépassait pas les 15 ans, Wallah el-Adim, il disait à ses copains, la FIFA devrait interdire le genre de match joué par l'Algérie et sanctionner l'équipe par une suspension à la prochaine Coupe du Monde. Ce n'est plus du jeu, c'est de l'anti-jeu. Et ce n'est pas algérien, je suis désolé. C'est une atteinte à l'esprit footballistique algérien. On nous considérait avant comme les Brésiliens de l'Afrique. On a notre style de jeu. L'Algérie est le premier pays au classement de la FIFA pour les pays arabes oui, et pour ça c'est une pays africains. Oui, d'accord, ça c'est une autre donc, histoire. Donc une référence, on aurait dû jouer hier, c'est ce que je veux dire par là. Je crois qu'on devait respecter notre rang du 22e. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été respecté? Au-delà de cette histoire de tactique de Ali Lozic. Ce classement de 22e mondial et premier africain, il a été acquis par des matchs amicaux.
Et quand on dit match amical, l'adversaire que vous invitez, je pense qu'il ne viendra pas vous déranger sur votre terrain. Donc je pense que les matchs amicaux ont été un tort et un leurre surtout. Ils ont leurré Ali Lozic, qui s'est considéré comme avoir une bonne équipe. Tu marques 3 buts contre l'Arménie, 3 buts contre la Roumanie, mais la Roumanie n'a pas joué à 100%. Cette 22e place. C'est les matchs amicaux. Le match référence disait Ali Lozic, c'était la 2e mi-temps contre la Roumanie. Moi, je le renvoie au match référence contre le Burkina Faso, le dernier match qualificatif à Blida. Comment on a joué? On a marqué un but anodin. C'est ça le match référence. Ce n'est pas la 2e mi-temps contre la Roumanie. La Roumanie, en 2e mi-temps, a baissé les bras. Je ne suis pas en train de le critiquer, ni faire dans le pessimisme. Un match amical n'est jamais un match amical. On a vu la Belgique contre la Tunisie. Elle nous a paru prenable. Mais hier, on lui a offert l'occasion de jouer à son aise. Elle nous a pressés. Moi, je suis déçu. Je suis déçu par la manière d'Ali Lozic de présenter le football algérien. Est-ce que c'est ça le football algérien? C'est justement ces matchs amicaux qui ont permis de dégager l'équipe d'hier qui a joué. Match amicaux, ce n'est pas une référence. Quand on vient au match amicaux, on n'a qu'à voir les matchs amicaux qu'a fourni la Corée du Sud, qu'a fourni même l'Allemagne. Ils ont perdu par 4-1. Hier, ils ont fait un match plein contre la Russie. La Corée a fait un match plein contre la Russie. Donc les matchs amicaux, il ne faut pas se fier aux matchs amicaux. Même l'Allemagne a fait un grand match contre le Portugal. Quand on voit leurs matchs amicaux, ils étaient pas terribles. Donc ce n'est pas une référence, les matchs amicaux. Il fallait être au point le jour J, alors qu'on a raté complètement, on est passé complètement à côté de la plaque. L'équipe qui a joué hier, donc. Comment? L'équipe nationale? Non, je pense que tout le monde est unanime autour de cette table pour dire que l'équipe nationale est passée complètement à côté de son sujet. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est vrai que l'espoir était né à travers cette équipe jeune, avec beaucoup d'individualité, beaucoup de qualité. Quand on prend les joueurs un par un, on a quand même du potentiel pour faire mieux que ce que nous avons vu face à la Belgique. D'ailleurs, même les Belges, quand ils sont rentrés en première mi-temps, je pense que dans la tête du sélectionneur, il était un peu plus méfiant. D'ailleurs, il a beaucoup respecté cette équipe nationale algérienne à travers sa préparation de ce match ou à travers ses déclarations. Et je pense qu'il a été étonné par la façon de jouer des Algériens. D'ailleurs, sur une seule balle, une seule attaque, on a pu marquer un penalty. Donc, j'imagine que si on avait osé un peu plus, on aurait peut-être marqué. Peut-être qu'on n'aurait pas pu marquer, mais on aurait quand même réalisé une autre prestation que celle-là. Je pense que ça, c'est un match complètement en contradiction avec l'esprit du jeu et la nature même du football algérien, qui est porté beaucoup plus sur l'offensive, sur la technique, sur le beau jeu. Hier, je regardais un Mexique-Brésil. Les Mexicains ont pu décrocher un 0-0, mais ne pas rester derrière. À chaque fois qu'ils avaient l'occasion d'attaquer, ils ont attaqué. Ils ont fait du jeu presque égal à égal face à l'ogre brésilien. Mais nous, hier, on a pratiquement refusé de jouer. Et ça restera dans les annales du football algérien, malheureusement dans les mauvaises annales du football algérien. Mais justement, on a vu sur le terrain que c'était la technique de Saadel qui avait été utilisée, vraiment une technique qui a été très longtemps critiquée. C'est ce qu'il a fait, Wahed Ali Lozic. Il a utilisé la même... Je crois que je ne suis pas d'accord avec vous, madame. D'accord. Saadel, c'est un ticket, entre guillemets, qu'on lui a collé. Saadel joue la défensive, c'est pas vrai. Saadel ne joue pas la défensive. Il ne l'a jamais fait. Saadel est très prudent. Saadel est d'abord professeur de sport. C'est un homme de la méthode. Cette étiquette vient d'Ali Lozic. Maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est Ali Lozic qui dit que depuis que je suis arrivé, moi, je marque des buts à l'extérieur, je ramène des victoires à l'extérieur. Le 4-4-2. D'accord. Saadel a joué 4-4-2, il a joué le 3-5-2, il a joué toutes les variantes. Tout type de variantes. Il a joué. Juste pour rappeler à Ali Lozic, quand il dit que Saadel ne joue pas l'offensive, Saadel l'a battu
en phase finale de Coupe d'Afrique, à 1 minute de la fin, la Côte d'Ivoire, l'une des meilleures équipes. Je crois que l'équipe qu'avait Ali Lozic en 2010 était plus forte que celle d'aujourd'hui. Oui. C'était la première défaite. Sadan, à 1 minute de la fin, il lui égalise, il lui marque un 3e but. Sadan a ramené des victoires lors de la phase éliminatoire de la Zambie. Il a ramené une victoire de Rwanda. Comment se fait-il? Maintenant, si on joue aux chiffres. Non, moi, ce que je disais, c'était que c'était une technique qui avait été critiquée, longuement critiquée, et on revient à jouer avec... C'est une question technique. Vous savez, Sadan, chaque entraîneur compose ou met en place sa stratégie et sa tactique en fonction des joueurs qu'il a. Donc, Sadan, bon, on lui fait coller cette étiquette de jeu défensif, mais en fait, ce n'est pas du jeu défensif, c'est beaucoup plus de prudence. Et il y a des équipes qui se construisent de derrière. Donc il y a des équipes, comme par exemple dans le football italien, il y a des équipes qui sont basées sur une bonne défense. Après, elles vont devant. Dans la philosophie de Ali Lozic, avec laquelle il nous a berné pendant 3 ans, c'est quelqu'un qui est venu justement pour métamorphoser le jeu algérien et pour le remettre un peu sur le droit chemin, selon ses dires, pour qu'il soit plus offensif, plus attrayant, plus spectaculaire. Or, sur ce match-là contre la Belgique, il a fait complètement le contraire de ce qu'il disait et de ce que faisait son équipe pendant les 3 années. Et c'est ça la chose qui a beaucoup plus déçu. Et d'ailleurs, tous les observateurs, que ce soit les Algériens à travers la presse, à travers les spécialistes, et même les observateurs et les techniciens étrangers qui ont suivi ce match. Donc on les a vus, on les a entendus sur les plateaux, qui ont dit que les Algériens... C'est vrai qu'ils ont tenu la Belgique pendant 70 minutes, mais tout compte fait. Après une défaite, on se remet en cause, on se remet en question. Et toute la stratégie, toute la tactique qui a été mise en place, elle est complètement défaillante. Mais justement, ils auraient dû au moins jouer pour garder le score. Ils avaient quand même marqué un but, ils auraient dû garder le score, non? Oui, mais pour garder le score, je crois qu'une autre stratégie s'imposait. Oui. Après 60-70 minutes. Avec 1-0, l'entraîneur Wilmots fait ses choix. C'est des changements qui ont tout changé. Oui. Ça, c'est un titre de l'AFP que j'ai vu hier, les changements qui ont tout changé. Pendant ce temps, le coach algérien, il place l'Hassan, il perd 2-1, il place un demi-défensif. De quoi il avait peur? Donc c'est un 3e but. Il sort Soudani, poste pour poste, il met Slimani. Qui doit donner les balles à Slimani? Farouli. Farouli était brûlé carrément. Il était fatigué. Et on entendait, par exemple, Brahimi, qui rentre un autre avant-centre. Tu utilises 2 fers de lance sans la dynamite. Où est la dynamite? La dynamite, c'est Djabou. Si ce n'est pas Djabou, c'est Brahimi. Qui va alimenter les 2 avant-centres en balle? Il n'y avait personne. D'autant plus que personne ne montait. C'est ça toute la différence entre Wilmots et Ali Lozic. Si on revient aux déclarations de Wilmots, Wilmots avait déclaré avant le match, il avait dit que c'est le banc qui allait faire la différence. On se rend compte qu'il aurait dû changer. On se rend compte qu'Wilmots avait raison avec les 3 coachings qu'il a opérés. Des vestiaires. Il a eu raison. Il a opéré 3 coachings avec Martins, Origi et Fellaini. Ce coaching a donné ses fruits. Donc il avait déjà son idée en tête. Oui, mais nous on fait. C'est-à-dire, il serait indécent de notre part de rentrer dans la philosophie de Ali Lozic. Personne n'a le droit de contester ses choix. Sauf qu'il faut qu'il assume. Il faut qu'il fasse de bons choix d'abord. Ça, c'est son problème. Il est pillé grassement depuis maintenant 36 mois, 37 mois. 3 ans, 36 mois, désolé, 36 mois, c'est pratiquement 36 milliards de centimes. Hein. 36 milliards de centimes, je crois qu'on a le droit de lui demander des comptes. Mais on n'a pas le droit de contester ses choix ou de s'immiscer dans ses affaires. Sauf qu'il faut assumer. Je lis à chaud les déclarations en conférence de presse. Il dit que les joueurs n'ont pas osé. Les joueurs étaient trop lourds. Les joueurs se sont contentés en défense. Mais monsieur Ali Lozic, c'est vous le patron. Levez-vous de votre chaise de banc de touche. Sermonnez-les. Assis comme ça, et vous voulez qu'ils changent? Non. Il faut assumer. Maintenant, il faut assumer. C'est tout. Sauf qu'il ne faut pas que nous, on s'ingère dans ces affaires.
Mais pour l'histoire de l'équipe offensive et qu'il veut coller à ça, je crois qu'il faut dépasser ça. Je crois que c'est une guerre de clocher. Pour revenir aux joueurs, même dans une déclaration après le match, Bouguera a dit que c'était des consignes du coach. Alors que le coach dit que c'est la faute des joueurs et tout, donc il faut. J'avais lu quelques sites qui parlaient assumer. même d'altercation verbale entre les joueurs et la. Je ne supporterai pas ça, mais sincèrement, après le match, même avant le match, il y avait certaines tensions dans l'air. Tensions dans l'air, Frouli. C'était la je technique sais pas. Et puis il y a quelque chose qui est aussi étonnant chez Ali Rosic, c'est son entêtement. Dès que la presse parle de quelque chose, eh bien lui il fait le contraire, spécialement la presse algérienne. Depuis quand Ali Rosic convoque Diabo en équipe nationale? Depuis son arrivée. Il le fait jouer 10 minutes pour lui coller l'étiquette d'un joueur joker 5-10 minutes. La première fois qu'il lui donne 60 ou 70 minutes, il l'avait épaté. Lui-même disait, voilà, j'ai découvert une pépite. Mais la pépite existait avant. C'est vous, monsieur Ali Rosic, qui ne l'avez pas essayé. Les 3 derniers matchs amicaux, la dernière rentrée avec la Roumanie, première balle, premier double crochet, il libère l'Algérie. Où est Ali Rosic? Il n'était même pas, je crois, dans la liste des 18. Je crois qu'il n'était pas rentrant, il n'était pas sur le banc de touche. Pourquoi? Bon, c'est encore un choix à ne pas discuter. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Nous allons nous arrêter quelques secondes, quelques minutes pour voir les unes de la presse de cette semaine. Donc là, la question que se posent tous les Algériens en ce moment, c'est est-ce que nous avons quand même encore de l'espoir pour aller au second tour? Parce que là, à chaque fois, l'équipe algérienne s'est toujours arrêtée au premier tour. Les 4 mondiales auxquels on a participé. Moi, je pense que c'est encore jouable. Il reste 2 matchs contre la Corée du Sud. Il faut qu'on les gagne, déjà. Ben oui, les 2 équipes ont fait match nul le soir même, un partout. Donc au classement, vous avez la Belgique avec 3 points, la Russie et la Corée avec 1 seul point et l'Algérie avec 0 point. Donc il y a 1 seul point qui sépare et l'Algérie, Corée et Russie. Donc le prochain match, ça sera un match décisif. Ça sera une petite finale avant la lettre pour l'équipe nationale algérienne. Et ils sont dos au mur, les Verts sont dos au mur. Ils sont obligés maintenant de gagner. Et ma foi, ça sera difficile parce qu'au regard du match Russie-Corée, déjà sur le plan physique, ils étaient vraiment à 200%. Les 2 équipes, elles étaient à 200%. Contrairement à l'équipe algérienne qui a joué sans compter le volet technique et tactique, les deux équipes étaient vraiment bien en place et on a vu un match de haute facture. Est-ce que les Algériens parviendront à rehausser le niveau et libérer et jouer leur jeu, le jeu qu'ils savent jouer?
je pense que ça reste jouable. C'est un match de football. Et un match ne peut ne pas ressembler à un autre match. On a vu le Brésil gagner un peu avec l'aide de l'arbitre devant la Croatie. Devant le Mexique, ils étaient serrés. Eh ben, ils n'ont pas trouvé de solution. Donc ça a été un match nul. Ça a été le cas pour d'autres équipes qu'on attendait, qui sont passées à côté. Donc sur un match, j'espère que le sélectionneur national tirera les leçons de ce premier match et qu'il pourra construire une victoire sur les enseignements en faisant jouer les bons joueurs à leur poste. Comme l'a dit Roland, moi je verrais bien un Djabou dans une Coupe du Monde. Ça sera le summum pour ce joueur et pour le football algérien, parce qu'il a les capacités et c'est un joueur qui peut faire la différence. Face à des joueurs techniques comme les Sud-Coréens, qui sont la plupart de taille moyenne ou de petite taille, ils sont beaucoup plus dans la vivacité, dans la technique. Donc c'est ce genre de joueur qui peut faire la différence face à une équipe pareille. L'espoir pour le second tour. Ce deuxième match, l'équipe nationale n'a plus le choix. Elle est obligée de jouer son va-tout. Mais je pense que, comme on dit, ça va être un match difficile au vu de la prestation de la Corée lors du premier match, qui a fourni un excellent match contre la Russie, sur tous les plans. A produit un beau football, était bien organisé tactiquement. Et ce que je redoute le plus, c'est le côté physique. Est-ce qu'on n'a pas tout donné contre la Belgique sur le plan physique? Est-ce qu'on aura la capacité d'être au point contre la Corée sur ce plan-là, sur le plan physique? Et puis, Halilhodžić, d'un autre côté, se doit de revoir sa copie et d'opter pour une autre tactique. On ne peut pas jouer, laisser la tactique adoptée contre la Belgique. Il est obligé d'apporter des correctifs. Pourquoi pas incorporer des Brahimi, des Djabou en attaque, c'est-à-dire revoir son plan tactique, parce que c'est la dernière chance pour notre équipe nationale. En cas de même un match nul ne nous arrangera pas. On est obligé de gagner pour entrevoir une lueur d'espoir pour le dernier match contre la Russie. Moi, il y a une formule qui me revient, mais je ne l'aime pas tellement parce que je crois que nous sommes dans la phase de vaincre ou mourir. Je ne l'aime pas du tout, mais je crois qu'on on y est dedans. On y est de plein pied. Nous sommes dos au mur. Maintenant, comme dit Nassim Djabou, Lahore, ça c'est à lui de voir. Sauf que cette équipe, après 90 minutes de guerre, je dirais, c'est la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait pratiquement 9 à 10 joueurs belges qui harcelaient 10 joueurs algériens. Même mentalement. Je crois qu'ils sont abattus. Il faudrait vraiment un grand travail psychologique pour leur remonter le moral. Combien même c'est des professionnels, ils savent que c'est qu'une défaite et tout. Mais je crois que même eux, les joueurs, sont atteints par cette technique, ou cette tactique, ou cette façon, ou cette image donnée aux Algériens, alors qu'il y a à peine quelques temps, on avait une équipe qui jouait devant et tout. Mais attention, je reviens encore aux matchs amicaux que je considère comme des leurs. On a vu une Russie à peine moyenne lors des matchs amicaux passés. On a vu une Corée pratiquement très faible. Et qu'est-ce qu'on a vu hier? Avant-hier, pardon. Qu'est-ce qu'on avait avant-hier? Un tout autre visage. Russie, Corée, un match plein. Donc c'est ce match, c'est ces deux clubs que l'Algérie va affronter. Vaincre ou mourir, je crois que maintenant la balle est dans le camp des Algériens. Nous sommes dos au mur, et il y a les stigmates de la fatigue, et il y a aussi Halilhodžić, que je crois aussi atteint psychologiquement. Même lui, il est atteint. Même lui, il est atteint. Je crois qu'il s'est piégé lui-même. Il s'est piégé lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réagir? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Bien que je crois encore en ce Halilhodžić têtu qui va reproduire, c'est-à-dire sur le terrain, la composante à 1 ou 2 éléments près. Au maximum. Vous pensez qu'il va maintenir cette même équipe? Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que ça, c'est à lui de décider, mais là, bon, il nous a habitués à être souvent imprévisibles, donc, et têtu en même temps. Là, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de solutions, parce qu'il est obligé de revoir sa copie et d'entrevoir carrément une autre tactique, parce que là, il est condamné à gagner pour espérer
garder l'espoir d'une qualification au prochain tour. C'est ce qu'il avait promis déjà. Il avait promis le deuxième tour. Justement, le problème est là. Donc, lui, il a parlé de pouvoir passer le prochain tour, mais en jouant notre propre jeu. C'est-à-dire que même si on ne passe pas au prochain tour, si on produit un beau football, il y a une exposition. Aujourd'hui, le Brésil, vous avez combien de milliards de téléspectateurs devant leur télé. Donc si on ne marque pas notre passage lors de ce mondial, ça serait vraiment une grosse perte pour l'Algérie. Donc on est obligé de jouer notre jeu. Moi, je pense qu'il a le potentiel, il a le banc qu'il faut, il a les joueurs qu'il faut. Donc c'est à lui de libérer les joueurs, de mettre sur le terrain des joueurs capables de faire la différence. Et ça sera le cas. Parce que d'ailleurs, même l'adversaire, les Sud-Coréens, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Eux aussi, ils joueront pour se qualifier. Donc ils joueront pour gagner. Donc si on va adopter une deuxième fois une posture défensive, donc ça sera fatal. Je pense que nous sommes dans le syndrome de la phase finale de la CAN 2010. Deux défaites d'entrée avec un match nul bricolé contre la Côte d'Ivoire. Je crois que nous sommes pleins dedans. C'est le syndrome de 2003. Ce qui veut dire que cette équipe de Halilović, quand elle arrive véritablement à un certain niveau, on n'arrive plus à suivre. À la différence qu'à la CAN, les Algériens avaient joué l'offensive. Ils ont essayé de marquer. D'ailleurs, même lui, il se cachait derrière la possession de ballon qui était de 67%, de 70%. Oui, mais inutile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'était improductif. Il a fait pire. C'était improductif. C'est vrai que c'était improductif. Au milieu de terrain, ça me rappelle le match du Mondial 2010, Algérie-Angleterre. Nous avions quand même un taux impressionnant de possession de ballon. Mais c'était où? C'était entre Bougra, Boudebouz, le milieu de terrain. On ne dépassait pas. Il y avait au maximum 2 balles que le gardien anglais avait arrêtées. Et encore, c'était des balles sur corner ou sur un retrait dévié de 2 points menés. On n'a pas avancé. Avec la Belgique où le gardien n'a pratiquement parce qu'il y a une possession de ballon pendant toute la partie. Il y a une possession de ballon utile, comme celle du Barça. Toutes les minutes, ils sont dans les 6 mètres adverses. Et il y a la possession du ballon, c'est-à-dire pour le petit plaisir, la passe à 15 ou la passe à 23. Quand tu mènes au score 3-0, tu gardes le ballon chez toi. Ça, ce n'est pas une possession de ballon. Oui. Maintenant, contre la Corée et l'URSS, je crois qu'il n'y a pas de choix. Il y a un seul choix. Ou gagner ou plier bagage. C'est tout. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est cette obligation de résultat pour cette équipe dans ce mondial. Je crois qu'on peut trop politiser cette équipe nationale, ce deuxième tour et tout. Le mondial, un de moins. La finale, ça se jouera en dehors de l'Afrique. Hein. Ça, il faut être raisonnable. On ne peut pas rivaliser contre les Allemands, le Portugal. Tiens, je parle du Portugal. C'est hier contre la Belgique que j'ai véritablement compris pourquoi, lors des matchs amicaux, Halilović a refusé de jouer contre une grande équipe, comme le Portugal. Il a préféré des équipes moyennes. Maintenant, pour le mondial, on passe au deuxième tour ou on ne passe pas au deuxième tour. Ça serait bien, on le souhaite tous. Mais je crois que ce qu'il faut retenir maintenant, je crois qu'Halilović est partant. Il faudrait penser à 2018-2022. Nous avons 8 à 9 joueurs qui ont moins de 24 ans. Nous avons 3 ou 4 qui ont à peine 26-27 ans. C'est-à-dire que dans 2 phases prochaines, on a déjà l'ossature de... Exactement, voilà ce qui fait plaisir dans cette équipe, cette ossature qui va nous rappeler un peu l'ossature de 82 avec les Majer, Belloumi, Ben Saoula, Merzghani, qui a duré quand même pendant 8 ou 9 ans. On peut ajouter des jokers. C'est ça la véritable victoire dans l'Algérie. C'est que nous avons une équipe, mais on ne va pas se contenter de ça. Bien que, entre guillemets, je dirais que c'est Araourawa qui a formé cette équipe. Hein. C'est grâce à Araourawa qui a pu sauter sur l'occasion de pouvoir récupérer les jeunes issus de changement de la loi. Dans la loi et tout. Donc, mais passer ce tour,
ça ferait du bien à tout le monde. Mais on l'a mal entamé. On l'a mal entamé. Ou alors, il fallait, dès le départ, oublier la Belgique et focaliser carrément sur la Corée et l'URSS. Oui, mais en football, tu as joué au foot, un match, on joue match après match. Hein. On joue le premier match avec la volonté et l'ambition de gagner, d'essayer de s'imposer, même si on perd. Et après, on oublie le premier match et on avance pour le deuxième, etc. On ne peut pas faire ce genre de calcul, et surtout pas en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, vous avez 3 matchs au minimum, donc il faut les jouer pleinement. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que lui, Aliouzic, avant le match, il disait s'il faut mourir sur le terrain, on le fera. Il faut qu'on joue pour ne pas avoir de regrets. Oui. Je pense que là, il y a beaucoup de regrets. Non, mais il a failli mourir. Forcer certains joueurs à défendre alors qu'ils ne sont pas des défenseurs. Il n'a fait que défendre. Quand même, la Belgique, ce n'est pas l'attaque de l'OTAN, quand même. C'est pas l'OTAN, ce n'est pas la guerre des étoiles. Ce qui nourrit aussi les regrets. Tu n'as pas joué, tu t'es grillé. Comme il a dit Saleh, c'est bien Moukran, c'est que la Belgique, ce n'est pas vraiment un foudre de guerre. Ce n'était pas un foudre de guerre, du moins sur le match d'hier. On aurait pu gagner. Voilà, on revient surtout. La Belgique, ils ont été. Il ne faut pas prendre des On aurait pu jouer au moins. On aurait dû jouer quand même. On aurait dû jouer déjà pour commencer. Non, il ne faudrait pas se donner des galons qu'on ne peut pas avoir. On ne peut pas. Il ne faut pas se donner des dimensions qu'on n'en a pas. La Belgique est plus forte que nous. C'est l'une des meilleures équipes des 3 dernières années en Europe. Oui. Avant, vous pourriez me dire peut-être qu'elle a fait un petit passage en 80. Je crois qu'elle est passée en demi-finale d'un mondial et une finale de l'Euro. Pas plus que ça. Mais la Belgique reste la Belgique. C'est un football moyen, c'est tout. Mais ces 10 dernières années, il y a quand même une équipe. Pourquoi? Parce que les joueurs jouent pratiquement à l'étranger, en dehors de la Belgique. Oui, dans des grands clubs. Mais avant-hier, je crois que quand on dit on pouvait passer, moi quand j'ai parlé, il fallait focaliser sur les 2 prochains matchs. Ça veut dire qu'on n'allait pas venir jouer contre la Belgique en victime expiatoire. Non. La victime expiatoire, nous le sommes devenus au fur et à mesure du match. Par la faute à qui? Par la faute d'un schéma tactique suicidaire. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui te reste? Il te reste, sinon même plus. J'entends ce matin quelques confrères parlant de 4 points pouvant nous sauver. Ça, c'est des probabilités. 4 points pouvant nous sauver. Je ne sais pas comment ils ont calculé. 4 points, peut-être. Oui, mais ça, les comptes, on les fait après. Il faut jouer, il faut tout donner pour ne pas avoir de regrets. Bon, après, on fait des comptes. Si 4 points nous permettent de passer, tant mieux. C'est ce que me renvoie au mondial, je crois que c'était en 2006 ou le 2010. Le Brésil bat la Corée 2-1. Fin de match, l'entraîneur coréen va congratuler ses joueurs, il les enlace, il les embrasse et il saute en l'air. Il y a un journaliste, je crois que de l'AFP ou de l'équipe, de visage, je l'avais reconnu, j'ai oublié son nom. Il lui pose la question, mais monsieur, vous avez perdu? Non, monsieur, je n'ai pas perdu. J'ai gagné. Il m'est arrivé des moments où je bousculais le Brésil. J'ai égalisé et je n'ai perdu que par 2-1. Et j'ai eu parfois plus de possession de balles que dans les 6 mètres du Brésil. C'est ce qu'on attend de l'Algérie. Il faut perdre dignement. L'Algérie, depuis, je ne sais pas, peut-être de mémoire de journalistes et de mémoire de supporters de l'équipe nationale, je n'ai jamais vu l'Algérie, même qui avait pris des cartons contre l'Égypte, comme ça, on a perdu par de grosses cours, nous n'avons jamais adopté cette attitude de recul. De refuser de jouer. De refuser de jouer, c'est grave. C'est contre l'esprit du football. Dans les autres sports, quand on ne boxe pas, on a des avertissements. Dans le judo, quand on ne combat pas, on a des avertissements. C'est ce que vous disiez, le garçon, tout à l'heure, qui disait qu'il fallait interdire cette technique de jouer. On ne refuse pas de jouer. On ne refuse pas. Je pense que c'est l'un des plus mauvais matchs de l'équipe justement, nationale. Oui, mais justement, parlons. Avec moi, Saleh. Oui, c'est clair. Sur l'ère Vahid Aliouzic, je pense que c'est le plus mauvais match, c'est la plus mauvaise copie. Je pense. Champion du monde d'Espagne qui encaisse 5 buts. Il n'y a pas de mal. Ils ont joué. Joue hyper. Nous, on a refusé de jouer carrément. On a refusé de jouer. C'est un non-match. D'autant plus que le but, c'est l'une des rares balles anodines qui a atterri chez Roulem. Vous savez qu'il n'avait rien à faire avec cette balle. C'est pour ça qu'il l'a balancée en attaque.
Le rebond, mal calculé par le défenseur belge, bon, il a commis la faute. Sinon, le rebond, Feghouli ne pouvait pas l'avoir. Le rebond était vraiment trop puissant pour que... Il y a eu cette faute, il y a eu cette occasion. Au lieu d'en profiter, non. Il stérilise les joueurs terrain. Donc, on a 1-0. Et si tu n'avais pas marqué, tu serais resté là pour jouer le 0-0. Tu encaisses dans tous les cas, ne serait-ce que sur une faute. Parce que quand un adversaire ne trouve plus de solution, il a de bons dribbleurs comme Hazard ou comme... l'entraîneur va demander aux joueurs d'essayer de provoquer la défense dans un périmètre disons, porteur. Pénalty, coup franc direct dans l'axe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. La défaite Mais justement. C'était prévisible. À force de subir, l'équipe nationale a complètement lâché, surtout dans les 20 dernières minutes. On le disait tout à l'heure, ils étaient épuisés. En plus, il n'y a pas que ça. Il y a un adversaire, il y a un sélectionneur, donc un technicien, qui fait sa lecture du jeu et qui a fait les changements dès la deuxième mi-temps pour justement contrecarrer le jeu algérien. Et donc, ses choix ont été gagnants. Donc, il a fait trois remplacements, dont deux qui ont marqué. Et donc lui, il n'est pas resté les bras croisés. Donc il ne voulait pas le zéro. Bon, évidemment, il cherchait à égaliser, mais aussi à gagner. Donc il pouvait rester sur un partout. Mais il est rentré pour gagner son match. Il a été pris au dépourvu par la tactique ultra défensive des Algériens. Il encaisse un but sur une balle anodine. Mais après, dès le début de la deuxième mi-temps, il fait ses changements. Normalement, le sélectionneur algérien, il devait faire la même chose pour justement contrecarrer l'option qu'a prise le sélectionneur belge. Chose qu'il n'a pas faite. Il est resté sur ses certitudes de défendre jusqu'au bout. Il a campé sur sa position. Le résultat est là. Une défaite sans la manière, avec le plus mauvais match de son ère. Voilà ce qu'il faut retenir. Partout, Halil Ozic envisageait de faire entrer encore Issa Mendy. Donc ça veut tout dire. Il voulait encore cadenasser au lieu de faire entrer un attaquant. Mais justement, il parlait tout à l'heure. Je pense maintenant qu'on ne peut pas refaire le match. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que le vestiaire n'implose pas. Parce que moi, j'ai vu une image lors du 5-1 de l'Espagne. Del Bosque, fin du match, il va saluer tous ses joueurs, les réconforter, les rassurer. Les réconforter et tout. C'est ce que je n'ai pas vu. Qui au départ aurait, je dis bien aurait, refusé même de répondre aux questions. J'espère que ce n'est pas le cas. Non, moi j'ai gardé d'ailleurs une image à la fin où Bouguera, en tant que capitaine, avait rassemblé tous les joueurs pour aller saluer les supporters parce qu'on n'en a pas parlé. Mais justement, j'allais parler des supporters algériens qui ont été vraiment à la hauteur. On les a bien entendus hier pendant pratiquement tout le match, même après l'égalisation des Belges. Mais je pense que les joueurs ont été vraiment secoués et j'espère qu'ils auront de l'orgueil pour réagir lors du prochain. En parlant justement du public algérien, vous savez, c'est un public qui peut vous encenser d'un match à un autre, après vous faire descendre aux enfers, après quand vous perdez. C'est le cas de tous les publics du monde. C'est dommage de me direz. Tout simplement, le public algérien, c'est exactement le même public brésilien. C'est un public connaisseur de football. D'ailleurs, on a eu le soutien des Brésiliens hier, on les a vus. Nous sommes une terre de football. Nous sommes une terre de football, ça il faut pas l'oublier. Les Algériens, c'est des génies dans le football. C'est parce que maintenant, nous sommes dans la descente aux enfers, nous sommes dans les abysses. Pour la simple raison, on parle de formation. Non, la formation avant, c'était dans les quartiers. Il n'y a plus de terrain. Le béton a tout ravagé. C'est ça aussi. Et puis on reproche au public algérien que les 40 millions d'Algériens sont des entraîneurs. Oui, mais bien sûr que nous sommes tous des entraîneurs. Bien sûr. Parce qu'on connaît tous le football, on aime le football. Les gens oublient que nous avons un club qui a quand même 94 ans sur le Mouloudia d'Alger. Oui. Il n'est pas venu comme ça, il n'est pas tombé du ciel. Donc nous connaissons le football. Il y a certains entraîneurs qui passent dans des clubs du championnat national ou en équipe nationale, qui font toujours dans cette remarque, oh les Algériens, ils analysent tous le football. Mais bien sûr que j'analyse. Nous connaissons le football. C'est pour ça qu'il est exigeant. Pour la parenthèse, Salah, tu te rappelles quand l'équipe nationale joue au 5 juillet? Où est-ce que l'équipe nationale peut jouer? Mis à part le 5 juillet ou la Naba. On n'a pas. Eh bien, il y avait des responsables qui ne jouaient plus au 5 juillet. Disons que le public algérois, je dis bien le public algérois, était grincheux, était méchant, maintenant, la superstition. Non, il est exigeant parce qu'il connaît le football. C'est tout. Et quand tu ne joues pas bien, je te hue. Parce que je paye mon ticket en plus de ça.
Je ne te donne pas 36 milliards en un. Et ceux qui se sont déplacés au Brésil, ils ont bien sûr payé chèrement leur déplacement. Leur déplacement. Oui, je suis sûr qu'ils vont encore les encourager. Pourquoi? Parce que là, c'est autre chose. Il y a un autre état d'esprit qui va intervenir. Oui, mais ne serait-ce que pour ce public en or qui s'est déplacé, qui a soutenu son Ils auraient dû jouer. J'espère qu'ils joueront les 2 prochains matchs. Je l'espère. C'est du football, c'est une compétition. Joue hyper. Voilà, c'est ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de jouer, ensuite gagner ou perdre, après c'est une autre paire de manches. C'est le sport, tout le monde Déjà perd. jouer. Joue hyper, mais dignement. Mais dignement. Moi, si je ne connaissais pas le football algérien et que j'aurais vu le match d'avant-hier, je me serais dit que cette équipe d'Algérie a peut-être 1 an ou 2 ans de le football. Oui. Enfin, de toutes vraiment, les on avait l'air de novices qui ont joué jusqu'à maintenant. Toutes les équipes ont joué, même dans les matchs où il y a eu match nul. Bon, le premier 0-0, c'était le Nigeria et l'Iran. Ben, les 2 équipes ont joué. Ont essayé chacune de trouver, disons, la solution pour marquer. Ce qui n'était pas le cas pour la seule équipe algérienne. De toutes les équipes. Donc, il y a 32 sélections. Nous sommes pratiquement les seuls à avoir refusé de jouer. Et ce n'est pas normal. Et surtout, nous avons des joueurs qui sont quand même gracieusement payés. En parlant d'argent, justement, c'est le nerf de la guerre dans le football. C'est vraiment l'argent. Est-ce que ces joueurs méritent leur salaire pour ne pas jouer sur le terrain? Ou bien est-ce que ce n'est pas leur faute, c'est la faute à leur entraîneur? Vous parlez des joueurs d'équipe nationale? D'équipe nationale. Non. La majorité de ces joueurs jouent ailleurs qu'en Algérie. Qu'en Algérie, là, ils sont dans le monde professionnel. Ils ont joué comme on le leur a demandé. Ce dont je voulais parler, c'était le football. C'est des joueurs qui ne trichent pas. Vous n'allez pas me dire comme Farouli triche ou un Soudanais triche. Non, ça, on leur reproche rien du tout. De l'entraîneur national. Ils jouent jusqu'à la mort. C'est des garçons qui aiment leur pays et tout. Sauf que quand le chef demande, voilà, moi je veux tel schéma, je veux tel résultat. Donc, en parlant justement de l'argent, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans le foot, ça, c'est tout le monde qui le sait. Et on va sortir un petit peu de l'équipe nationale pour revenir en Algérie et parler du plafonnement des salaires pour le championnat qui a été décidé pour 2014-2015, une décision qui n'a prise par les responsables du domaine et qui a vraiment déplu. On a même vu des joueurs qui ont fait grève sur le terrain durant 5 minutes, durant les championnats. Oui, bon, est-ce qu'elle sera appliquée déjà cette décision? Est-ce qu'on peut l'appliquer? Est-ce qu'on ne pourra pas avoir affaire à des entraîneurs, à des présidents de clubs qui vont déclarer un salaire et ensuite payer le reste en dessous de table? Le plus dramatique dans tout ça, c'est que ce sont les présidents de clubs qui ont émis le vœu de plafonner les salaires et ça a été décidé par la suite par les instances, c'est-à-dire la Ligue nationale, la Ligue professionnelle de football et la Fédération algérienne de football. Et ça dans la perspective justement de limiter les dégâts, parce que dans le football professionnel, entre guillemets, en Algérie, on a décidé en 2010 d'instaurer le professionnalisme, donc avec la création de sociétés qui gèrent le football. Malheureusement, au bout de 4 ans, toutes les sociétés sont déficitaires, sont en faillite. Donc pour arrêter, un petit peu réduire l'hémorragie, on a décidé, comme solution, de plafonner les salaires. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des présidents de clubs qui font signer à des joueurs des contrats de 300 millions, 400 millions, alors que le barème est arrêté à 800 000 dinars. Cela veut dire tout simplement qu'on va avoir une comptabilité pour justement faire un peu dans le politiquement correct, comme quoi on respecte, et vous avez des caisses noires pour gérer ces histoires de paye sous forme de primes de match ou de primes de signature, etc. Et ça va engendrer les mêmes problèmes. L'application de ces décisions, M. Harhad. Je crois que c'est un débat. Au départ, c'est un faux débat. Mais maintenant, si on veut faire un débat, il faudrait quand même une journée complète, des spécialistes. Il n'y a pas de professionnalisme en Algérie. C'est du bluff. Michel Arad, qui a participé à l'élaboration de ce est arrivé jusqu'à prononcer ce mot. Il ne m'appartient pas. C'est lui-même qui a dit que c'est du bluff. 4 ans après, c'est du bluff. Le cahier de charge, il n'a jamais été respecté. À commencer par le plus important. C'est un stade. Pour être professionnel, il faut disposer d'un stade. Vous pensez que le stade Zébi peut être homologué? Le stade de Harrach, le stade Ailleurs, les grandes équipes ont même des centres commerciaux. Ça n'existe pas. Des SSPA. Pour pouvoir récupérer l'argent avec lequel ils payent. Des présidents de clubs qui refusent d'ouvrir le capital.
alors que lui-même ne participe qu'à raison d'un maximum de 40 000 dinars. Moi, j'ai vu des 40 000 dinars, il est président d'un club professionnel. 4 millions. C'est eux les premiers qui ont introduit cette histoire de gros salaires. 1 milliard de signatures, les anciens avec les Djal Mouloudia. Des joueurs de Blida. Voilà. Qui a signé à Blida. Ça a commencé. L'histoire a commencé avec Bouguesh. Il était à Cuba, il passe à Blida, il revient au Mouloudia. Son passage, c'est Zaïm, ou là, je ne sais pas à l'époque, le président de Blida ou là. Zaïm. Le premier, c'est Bouguesh. Le deuxième, c'est l'ancien joueur de Chlef qui est venu au Mouloudia. Tahraoui. Avec 1 milliard de Qui a commencé? C'est les présidents. Aujourd'hui, ces mêmes présidents viennent, ou comme par hasard, ils ne démissionnent jamais, hein, Houma. Bon. Ils sont toujours là. Ils viennent et disent non, on dépense trop. Tu ne dépenses rien. C'est l'argent de l'État que tu es en train de dépenser. C'est un faux débat. Si on est professionnel, si c'est des SSPA, si c'est des entreprises à caractère lucratif, pourquoi limiter ou plafonner les salaires? Ça n'existe pas. Vous allez dans n'importe quel club dans le monde, il n'y a pas de plafonnement. Moi, je suis président de club, j'ai assez d'argent, j'ai envie de donner 10 milliards de centimes par mois pour un bon joueur. Je signe un contrat. Mais sauf que je dois déclarer les 10 milliards de centimes. Bien sûr. Au fisc. Mais moi, je prends ma part. Aujourd'hui, on dit qu'il y aura 120 millions. Pour les internationaux. Ce mois-ci, prenons le cas de Hichoud. Cette fois-ci, il est sélectionné. Il dit le président du Mouloudia a sélectionné, tu as le droit à 120 millions, pas plus. Hein. L'autre mois, il n'est pas sélectionné. Est-ce que tu revois son contrat à la baisse? Si l'entraîneur national ne l'appelle pas. C'est quoi? C'est dérisoire. Vous avez précisé que s'ils participaient une seule fois à un match international, ils gardent leur 1 million 200 de salaire. C'est ce qui a été déclaré par M. Karbet. C'est-à-dire, le joueur, s'il est sélectionné une seule fois, il garde son salaire. C'est ce qu'il avait donné dans sa dernière conférence de presse, c'est ce qu'il avait dit. Sauf que Hichoud, après la grève des 5 minutes. Il a signé pour 3 fois plus. Non, mais c'est une décision qui est valable à partir de 2014. Comment ils vont le faire. 2015, pardon. Et quand tu es sélectionné un jour, un mois, tu es sélectionné toute l'année. Ministre un jour, ministre toujours. 20 ans après, tu rencontres le ministre, tu l'appelles par son prénom, il dit là, monsieur le ministre. Il a une sélection, tu voulais dire monsieur l'international. Le mois, il est sélectionné. Il peut ne pas l'être après. Il peut ne pas l'être 2 mois après. Est-ce que moi, président du club, je peux ramener ce joueur et lui dire je baisse ton salaire, ce n'est plus 120 millions. Ton plafonnement, c'est 80 millions. Parce que vous n'êtes plus international. Vous n'êtes pas sélectionné. Voilà déjà un cas. Comment juge-t-on un joueur qui coûte 80, la 70 millions? Il faut des spécialistes. La valeur intrinsèque du joueur. Non. C'est du sable mouvant tout ça. C'est du sable mouvant. Et puis, dans la presse, 300 millions signatures, l'autre 280 millions. Comment ces présidents vont justifier avec le fisc toutes ces sommes? Eh bien, ils ont trouvé l'astuce. L'astuce serait que, à 120 millions, disons, il est déclaré. Au-delà de 120 millions, ils vont trouver une autre fiche de paye, entre guillemets, ils se les primes de rendement. Mais même la prime, tu payes. Même la prime, tu payes l'impôt. Oui, bien sûr, elles sont imposables. Si elle n'est pas imposable, il y a une loi qui dit tu as les gros salaires, c'est sur la fortune. Tu es fortuné. Moi, j'imagine que là, c'est un grand plafonnement déguisé. Qui ne pourra pas être appliqué sur le terrain. Donc, il y a même cette histoire de l'association des clubs professionnels. Mais elle existe. Elle existe au niveau de la Ligue nationale, qui n'est autre que l'émanation des clubs, la Ligue nationale. Donc, il y a des représentants. Pourquoi créer l'association des clubs professionnels? Vous savez pourquoi? C'est pour demander l'argent au ministère. C'est tout. Va créer des sociétés.
Ou changer la commission d'arbitrage, ou demander... Voilà. Et même les joueurs, ils veulent créer leur association aussi. Oui, ils sont en train de s'organiser pour créer une association. Entre autres, Samir Zawi, etc. Et tout, ils veulent organiser le syndicat des joueurs. Non, mais ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits. Et si c'est des employés dans des sociétés, donc c'est leur droit d'avoir leur syndicat. Oui, mais il faudrait qu'il y ait mais il ne faut pas se leurrer, nous ne sommes pas dans le professionnalisme. Il ne faut pas que ça reste au stade des paroles, c'est ce que vous voulez dire. Non, pas dans ce contexte. Je parle de terrain d'application, c'est-à-dire il y a un produit que tu défends. Qu'est-ce que tu défends? Ta valeur intrinsèque. Tu ne l'as pas. Tu es un petit joueur moyen qui demande 300 millions. Dès qu'on ne te donne pas 300 millions, faisons un pari. Imaginons que dès le début, Rawa et la Ligue nationale vont appliquer cette loi qui ne dépasse pas les 120 millions de centimes. Que vont faire ces joueurs avec tout le syndicat aussi puissant qu'ils soient? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une grève. Combien de temps? Première journée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième journée. Est-ce qu'ils ont un autre choix que de jouer en Algérie? S'ils avaient le choix, ils iraient en Libye, ils iraient en Tunisie, au Maroc, Makash, quand je vois un joueur algérien dans la trompe de ces joueurs, qu'aucun ne porte encore le maillot de l'équipe nationale, depuis 3 ans, on n'a pas un joueur du cru. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons joueurs. Il y a de bons joueurs, mais qui demandent 300 millions par mois. C'est l'équivalent de 30 000 euros. Il n'y a pas que qui demandent, il y a aussi les présidents qui donnent. Oui, d'accord. Voilà. 30 000 dinars, 30 000 euros. 30 000 euros, c'est le salaire d'un joueur quand même au-dessus de la moyenne dans le championnat français. Quel est le joueur algérien qui peut jouer titulaire dans une équipe de 2e division en France pour toucher 30 000 euros? Aucun. Donc voilà. Parce qu'ils ont trouvé une vache à traire. Nous arrivons nous arrivons à la fin de l'émission. Donc c'était court, le débat était vraiment très intéressant, vraiment très intéressant et très passionnant avec vous. Donc merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et on souhaite bien sûr une victoire pour l'équipe nationale pour les 2 prochains matchs qui lui restent. J'espère. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous et je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Merci, au revoir.